Alors bonjour, nous sommes le 14 janvier 2020 et nous sommes dans ce débat que j'appelle moi œcuménique, bien que certains catholiques, je l'ai vu sur la vidéo, disent ce n'est pas de l'œcuménisme parce que les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Et donc je maintiens que c'est un débat œcuménique parce que, comme dit Jésus, quand des gens ne marchent pas avec soi, mais qu'ils ont quand même comme maître principal Jésus-Christ, eh bien on peut les considérer, comme dit Jésus, comme des disciples du Christ. Alors effectivement, les témoins de Jéhovah ne croient pas en la divinité de Jésus. Donc voilà, j'appelle ça un débat œcuménique. Je me présente Arnaud Dumouche, théologien catholique en Belgique. Et Luc, tu te présentes? Eh bien, moi, je m'appelle Monsieur Reboux, je suis Luc Reboux, hein, et j'ai passé 13 années, un petit peu 13-14 années d'expérience dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Alors, ce que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est le problème des abus sexuels, et en particulier de la pédophilie. Donc, il y a eu des abus sexuels, en particulier sur des enfants ou des mineurs, avec des prises de pouvoir, et nous voulons l'aborder aussi bien dans l'Église catholique que chez les témoins de Jéhovah. Alors, c'est moi qui vais commencer. Luc, n'est-ce pas? C'est ce que tu proposais? Tout à fait, tout à fait. Donc, pour dire que ce qu'on a constaté tout de même, c'est qu'on a eu l'impression pendant, je dirais à peu près 20 ans, oui, à peu près 20 ans, que le phénomène était exclusivement catholique. Vraiment. Et ça a été une affaire sans doute due aux médias. Parce qu'il y a eu, de la part des médias occidentaux, un rejet profond par une génération, on dirait la génération mai 68, du célibat ecclésiastique. En disant, c'est contre nature, donc forcément, comme ils sont célibataires, donc ils sont pédophiles, et du coup, toutes les affaires de pédophilie qui étaient réelles, qu'on touchait à peu près, d'après les chiffres qu'on a dans la seule étude, c'est du côté de Boston, en Amérique, qui a touché à peu près 3% des prêtres, mais avec une étude très intéressante qu'on peut trouver sur Internet, l'étude John Jay, elle est même sur Wikipédia, qui montre que 81% des victimes sont des garçons. Ça veut dire des adolescents, non pas des bébés, non pas des enfants prépubères, mais des garçons de 12 à peu près, on va dire, à 18 ans. 81% disent à 18 ans, ce qui veut dire que peut-être on aurait 90% qui seraient de 12 à 23 ans. Ça veut dire une chose qui n'est plus évidemment de la pédophilie ou de l'agression sur des mineurs, mais de l'agression sur des jeunes qui sont fragiles par des séminaristes, par des prêtres, etc. Et avec le scandale, au sommet de tous les scandales qu'il y a eu dans l'Église, c'est le fameux ex-cardinal McCarrick, qui est un homme qui, se servant de son pouvoir, et du fait qu'il y avait comme une espèce de... On cachait, parce qu'il y avait des dénonciations qui arrivaient au Vatican, mais les choses étaient cachées, et on ne sait pas encore par qui, c'est pas sorti, on ne sait pas qui est-ce qui a caché les choses. Il profitait de sa place de cardinal pour se choisir dans le séminaire des jeunes, qu'il emmenait dans sa ville-là, et ceux qui étaient d'accord, eh bien, il les poussait après à devenir prêtres, et éventuellement même plus tard évêques. C'était grave, hein. Et ceux qui refusaient, donc ceux qui étaient droits, qui disaient « mais c'est quoi cette histoire-là ?» étaient comme par hasard renvoyés du séminaire à la fin de l'année, comme n'ayant pas la vocation, ou comme étant coincés. Donc c'est un prédateur sexuel au sens fort du terme, qui manifestement a profité, a eu des protections par d'autres hiérarques dans l'Église catholique, sans doute parce qu'il apportait aussi énormément d'argent, on ne peut pas le nier, hein, l'Église américaine apporte beaucoup d'argent par les dons des fidèles, ainsi que l'Église d'Allemagne. Et voilà. Alors toute la question, parce que ces faits sont là, hein, la question c'est est-ce que ça se produit uniquement dans l'Église catholique? Deuxièmement, est-ce que c'est institutionnalisé? Ça veut dire est-ce que c'est le fait véritablement d'une organisation qui organiserait la pédophilie ou l'abus sexuel? Ou est-ce que c'est le fait d'individus qui quelquefois sont à la bonne place? Alors moi je vais te donner, Luc, ma réponse. Hein. Ma réponse c'est que premièrement ce n'est pas institutionnalisé, c'est pas vrai. C'est évidemment complètement opposé à la foi catholique et je dirais même à la foi des témoins de Jéhovah. Jésus est très net, hein. Il dit celui qui scandalise un enfant, il vaudrait mieux lui mettre une meule qui sert à broyer autour du cou et le jeter à la mer. Donc c'est évident. C'est opposé manifestement, hein. C'est un scandale grave. Par contre, je dirais moi, en ayant étudié les choses, que le célibat des prêtres n'est en aucune façon responsable de ça. Hein, tout le monde, tous ceux qui écoutent cette vidéo savent très bien quand ils ont été célibataires, s'ils brûlent, ben ils vont sur Internet et ils vont regarder des corps de jeunes femmes. C'est évident. Le célibat ne provoque pas ça. Donc un prêtre qui brûlerait, il va prendre une maîtresse, tout simplement. C'est logique. Donc le fait que ça se tourne vers des garçons, des jeunes, c'est manifeste. Et c'est ce que le pape Benoît XVI a dit
quand il a interdit le sacerdoce aux personnes homosexuelles, il a dit c'est un problème d'homosexualité. Et c'est un problème d'homosexualité qui actuellement dans le monde est nié. Ça veut dire que moi j'en discute très simplement avec des homosexuels. Ils reconnaissent. Ils sont très attirés par les jeunes hommes. Parce que c'est les effets, et c'est de toujours, ça c'est toujours, c'est systématique, c'est le problème de l'homosexualité, mais avec un gros problème de chasteté. Ça veut dire une grande incapacité à se tenir. Alors que les hommes hétérosexuels ont plus de capacité, ils sont attirés par des jeunes femmes, évidemment, il faut être lucide. Mais quand même, en proportion, vu qu'il y a 97% d'hommes qui sont hétérosexuels, à se tenir. En proportion, malheureusement, comme on va le voir, je vais continuer, tu vas voir que c'est avec la génération de mai 68, c'est moins vrai. Il y a eu vraiment des scandales que je vais sortir. Alors, par contre, ce qu'on peut pas nier, ce que je dirais, c'est que le célibat a provoqué une chose, à mon avis, c'est que beaucoup d'homosexuels sont entrés dans l'Église. En gros, ce qui s'est passé, je pense, c'est pas des prédateurs au sens propre du terme, c'est des jeunes n'étant pas faits pour le mariage, qui se sont dit « Ah ben moi je veux servir, ah ben tiens, il y a possibilité de servir en étant célibataire, comme je suis pas fait pour le mariage », et ils sont passés par les fourches codines du séminaire, et ils ont été ordonnés. Et le problème, c'est que l'occasion a fait le larron. Quand tu mets des personnes comme ça en rapport avec des jeunes, eh ben, ça craque de tous les côtés. Et ça, c'est factuel. Donc le célibat est embêtant sous ce rapport-là. Mais le pape Benoît XVI a conclu en disant quand on repère un homosexuel fortement homosexuel ou un militant de la cause homosexuelle, il rentre au séminaire, il n'est pas fait pour être prêtre. Et on évacue 81% des problèmes, en l'occurrence. Alors, il y a eu d'autre part, alors ça c'est autre chose pour terminer, après je te donne la parole, Luc, le problème de la génération mai 68, ça c'est certain. C'est-à-dire que l'Église catholique, dans son histoire, a connu 4 grandes crises des abus sexuels. 6e siècle, 10e siècle, 16e siècle, et puis là. Et ces 4 grandes crises sont les mêmes, à peu près, avec une dénonciation par un docteur de l'Église qui s'appelle Saint, je me rappelle plus, j'ai oublié son nom, il me reviendra peut-être tout à l'heure. C'est un docteur de l'Église carrément qui a écrit un livre qui s'appelle Sodoma et qui montre le mécanisme, à savoir, des homosexuels arrivent à monter dans les hiérarchies, à un moment donné, comme ils pratiquent l'homosexualité, ils ne se rendent plus compte même du péché et ils favorisent leurs petits copains. Ce qui fait que le vice se répand dans l'Église catholique par des cooptations. Donc, ce docteur de l'Église Sodoma, il faudra chercher sur Internet, mais le nom ne me revient pas, mais j'ai fait sa vie tellement c'est important. C'est vraiment quelqu'un, c'est au Xe siècle, par là, il a dénoncé cette crise-là qui était particulièrement forte, et du coup, il y a eu la réforme grégorienne qui a fait que l'Église s'est reprise. Là, on a une nouvelle crise, et donc, je dirais, elle est conjointe à mai 68, et mai 68, manifestement, alors c'est ça qui est intéressant, Luc, c'est que ceux qui ont accusé l'Église, les médias, les hommes politiques, qui ont dit c'est exclusivement catholique, sont en train d'être rattrapés. Tu as vu ces jours-ci, c'est l'affaire Matzneff, oui. C'est-à-dire c'est des abus sexuels sur des jeunes filles avec séduction, et puis personne, c'est-à-dire que c'est carrément, c'est une bombe qui est en train d'exploser, parce qu'on se rend compte c'est une génération entière qui ricanait. Par exemple, quand Matzneff passait dans des émissions comme Le Grand Échiquier, etc., tu as tout le monde qui était là en train de rire, oh oui, ou alors qui commentait ses œuvres pornographiques où il disait qu'il abusait de jeunes filles et de jeunes garçons. C'est spécial, tu sais, les fameux commentaires qu'on voit sur les œuvres d'art moderne quand elles sont moches. C'est interpellant, c'est machin. Puis rien n'a été dit. Donc, à mon avis, j'ai entendu parler qu'aujourd'hui, là, carrément, ce sont tous les électeurs des Oscars, oui. Donc d'Hollywood, qui viennent de démissionner, carrément, tous. Pourquoi ? Pas parce que c'est pareil, on est en train de sortir des scandales, ils ont favorisé Polanski, qui a violé pas mal de jeunes filles, vraiment, des jeunes filles de 13 ans, c'est comme ça. Et alors le film est très bon, ça n'empêche pas, mais n'empêche qu'ils viennent de démissionner, donc le scandale est général, il faut se pencher sur ça. Alors ceci dit, je regarde dans l'Église, et je terminerai là-dessus, il y a beaucoup de ricanements de la part des évangéliques, beaucoup moins de la part des témoins de Jéhovah sur l'Église catholique, alors que les chiffres sont en train de sortir. C'est encore plus fort ce qui a eu lieu chez les évangéliques. Pour une raison très simple, que tu vas comprendre, Luc, c'est que les pasteurs évangéliques, c'est n'importe qui a un talent de prédication. Il n'y a pas d'évêque pour sanctionner le gars qui abuse. Résultat, ils sont séducteurs, les femmes sont à leurs pieds. Qu'est-ce que tu veux ? Ils ont craqué, ils se sont servis de leur pouvoir. Et ça s'appelle le nicolaïsme, et c'est extrêmement grave. Donc c'est en train de sortir des choses analogues, c'est-à-dire des pasteurs qui ont des cours de maîtresse
de tous les côtés et avec des chiffres plus importants que ce qui a été dénoncé dans l'Église catholique. Voilà, donc c'est un problème de génération. Ce que je dirais pour l'Église catholique, et je vais te laisser parler maintenant, voilà, après avoir été très bavard. Alors, c'est vrai qu'il faut déjà poser le problème, et comme explication de fait, pour cela, je vais approcher ma réponse par une analyse due à mes 13 années d'expérience dans l'organisation des témoins de Jéhovah. C'est vrai que lorsque nous nous rendons à une salle du royaume, celle-ci se doit d'être pure afin de recevoir toute personne qui s'engagerait un jour à vouloir servir Jéhovah. Donc du coup, il y va de la réputation à préserver de cette salle du royaume, et notre bonne conduite vient promouvoir cette réputation. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, comme je suppose qu'on ne le ferait pas non plus dans une église. Donc comme toute organisation, il y a des failles importantes dans la manière de gérer les problèmes, les affaires judiciaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est amené à parler des cas de pédophilie. Nous avons dans l'organisation des témoins de Jéhovah des personnes qui ont fait des études, voire des hautes études, puisqu'ils sont allés jusqu'à même être avocats. Donc, ils ont les compétences dans le domaine et se voient même attribuer des dossiers, certains dossiers qui seraient très sensibles. Ils participent à la mise en place dans les revues les dangers des actes de pédophilie afin de nous sensibiliser, nous permettre d'avoir une mise en garde contre ces prédateurs sexuels. Nous avons aussi un comité judiciaire. Les anciens peuvent consulter le service juridique. Il y a aussi un ouvrage qui aborde les différentes questions, ce qui leur permet aussi de pouvoir savoir si cette affaire doit être rester en interne ou si elle doit ne pas être en interne, comme le stipulent les procédures de l'organisation. Donc certaines failles, me semble-t-il, personnellement, c'est qu'ils font passer la réputation de l'organisation avant le bien-être de l'enfant, même des frères et sœurs, malgré une bonne volonté affichée, d'accord. Mais est-ce que cela revient indirectement à penser qu'ils couvrent les prédateurs sexuels? C'est pas à moi de répondre à ce genre de questions, je n'ai pas les compétences pour ça. Maintenant, lorsqu'un ancien est saisi d'une affaire, de ce genre d'affaire, il ne donne pas la preuve d'une culpabilité, ce qui est du ressort du comité judiciaire. Il est plutôt utile de rappeler que le rapport de l'ancien est un témoignage qui peut être nuancé par une contre-expertise et qui ne porte pas directement sur la matérialité des faits, tandis que l'arrêt prononcé par le comité judiciaire va établir un verdict et non une vérité axiomatique, si tu veux, c'est-à-dire d'un caractère évident. Un ancien se situe dans une position de neutralité. Il n'est pas recruté par la partie civile, c'est-à-dire les parents avec la présumée victime, non par la défense, c'est-à-dire le présumé agresseur, mais par le comité judiciaire auquel il ne fournit pas des éléments à charge ou à décharge. Il amène simplement un éclairage qui peut aider le comité judiciaire dans leur appréciation. Cette position, c'est triste à dire, mais fragilise l'ancien. Dans la matérialité, est beaucoup moins facilement quantifiable que celle d'un bâtiment dont il nous faudrait déterminer les fissures. Travailler sur un humain, sur un enfant, est toujours d'ailleurs déchirant et traumatisant. Il est même d'ailleurs préjudiciable sur le plan psychologique de faire répéter plusieurs fois à un enfant le détail de son vécu d'agression sexuelle. Ce qui sera mieux à la base dès le départ, c'est-à-dire de faire un enregistrement. Alors dans la plupart des cas, il nous faut des témoins. Ce que demande la Bible, c'est au minimum 3 témoins. Sauf que le problème, comme la sexualité s'exerçant dans l'intimité, ça ne nous permet pas de vérifier l'acte qui a été produit. Pour ce qui est de la condamnation, le Collège central a-t-il pleinement examiné les éléments, puisqu'ils ont des avocats? Est-ce qu'ils ont pris connaissance des risques que le prédateur, s'il a été reconnu par son acte, ne réitère pas justement son acte lorsque le dossier sera refermé? Puisque quand c'est une première fois, par exemple, si je prends la justice française, on ne te juge pas pour la première fois sur un cas de pédophilie. C'est quand tu récidives qu'à ce moment-là, tu es considéré comme pédophile. Donc, parce que moi, ce qui m'embêterait, c'est qu'après, ça représenterait, on va dire, un véritable déficit de justice de ne pas avoir évoqué l'affaire au tribunal du pays, comme le demande la loi. Alors, ma conclusion est très rapide. Quoi qu'il en soit, si un pays impose de reporter tout cas de pédophilie aux autorités locales, puisque les autorités judiciaires du Collège central ne sont pas celles du pays. On est bien d'accord. La loi doit s'appliquer. Et même si la personne se repent, elle doit en assumer les conséquences. Donc cette personne n'est pas sans savoir que Christ nous demande de nous soumettre aux autorités, car toute autorité vient de lui. Donc notre devoir en tant que citoyen sur les autorités, on le retrouve par l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 13, versets 1 à 7.
Alors, ma recommandation à moi pour les frères et sœurs témoins de Jéhovah, c'est ne serait-il pas judicieux pour maintenir une salle de royaume pur, de motiver l'organisation à changer ses priorités en accordant plus d'importance à la protection de nos enfants, afin que d'autres enfants ne subissent pas la même chose à venir, c'est-à-dire de placer ces prédateurs aux autorités concernées dans le pays. Voilà. Est-ce que tu as entendu parler qu'il y a eu des cas nombreux, et éventuellement... Oui, oui. Voilà, aux États-Unis, et il y en a beaucoup en France aussi. D'accord. Et tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a des anciens témoins de Jéhovah qui ont quitté l'organisation, qui ont une très grande violence contre l'organisation et qui essayent de faire des dénonciations publiques, quoi, de faits comme ça. Alors, sur certains témoins de Jéhovah, je pense que c'est pas la colère qu'ils auraient, à mon point de vue, à mon analyse, c'est vis-à-vis du comportement, c'est-à-dire de conserver ces personnes-là. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas jugés tel qu'ils devraient. D'ailleurs, il y a même parfois dans les témoignages, l'ancien qui reconnaît avoir fait l'acte. Je ne parle pas de viol, hein, je parle d'attouchement. Oui. Et on lui retire pas ses privilèges. Ah oui, je comprends. Ben voilà, bon. Tu vois, finalement, on a exactement, c'est vraiment une situation qui permet d'avoir une humilité mutuelle, parce qu'on a exactement eu la même chose dans l'Église catholique, avec une pratique jusqu'à l'affaire du trou, où c'était réglé de l'intérieur de l'Église, avec souvent une naïveté, parce qu'on déplaçait le pédophile, alors que on aurait dû savoir qu'il y a récidive quasiment tout le temps. Mais tous les évêques, on peut dire, ont été naïfs, y compris par exemple l'évêque de gauche, Monseigneur Gaillot, qui a réintégré un prêtre canadien, le père Vadeboncoeur, qui a recommencé. Donc il y a eu entre-temps une prise de conscience que l'homosexualité, mais aussi la pédophilie, ont un mécanisme psychologique qui fait que très difficile la chasteté, très difficile de s'arrêter. Quand il y a une chute, il y en aura deux, il y en aura trois. Et donc la justice, qui est beaucoup plus réaliste, eh bien, parce qu'elle avait un peu d'avance, interdit systématiquement à toute personne qui a été condamnée pour acte d'agression sexuelle sur des jeunes, tout rapport définitivement d'éducation avec des jeunes. C'est le bon sens. Et donc le pape François a rectifié aussi, donc comme ça va peut-être se faire sur les témoins de Jéhovah, en demandant que quand ce sont des crimes, je parle bien de crimes, ça veut dire quand ce sont entre deux adultes consentants qui couchent ensemble, ça reste dans le droit canonique. Donc un prêtre qui coucherait avec une femme, eh bien il est sanctionné par le droit interne de l'Église. Mais quand c'est un crime, donc soit abus d'une faiblesse sur une jeune fille, mettons, qui est majeure, mais qui a été complètement circonvolée, tu vois, par un prêtre qui a abusé de son pouvoir spirituel, ou alors sur un mineur, ça doit être livré. Alors, dans une démarche qui est la suivante, d'abord, le prêtre est discrètement, retiré de son apostolat, parce qu'il peut y avoir mensonge. Il ne faut quand même pas jeter à la rivière des réputations. Il y a eu des suicides de prêtres à cause de ça, des prêtres parfaitement innocents. Mais signaler au procureur de la République, qui a les moyens pour faire une enquête, laisser faire l'enquête, tandis que le prêtre en question est pour le moment écarté discrètement de tout rapport avec des enfants. Discrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication publique en disant « il est pédophile ». Mais non, l'enquête va le déterminer. Exactement. Et puis, une fois que l'enquête a vu, s'il n'y a rien, l'évêque s'excuse en disant « voilà, j'ai une dénonciation, mais tu comprends, tu étais innocent, voilà ». Et s'il y a des faits, alors à ce moment-là, la justice suit son cours, et la justice ecclésiastique, c'est-à-dire qu'il va être retiré du sacerdoce complètement quand il s'agit de crimes, définitivement réduit à l'état laïque, etc. Quand il s'agit d'actes entre adultes consentants, évidemment, ça ne doit pas être fait pareil. Là, c'est une sanction, effectivement, il peut y avoir un déplacement, parce que les prêtres sont sous un vœu particulier, non pas de chasteté, mais de célibat. Voilà. Tu vois, j'espère que tout va se mettre en place, quoi. C'est-à-dire qu'après la folie qu'on voit, des évêques qui font n'importe quoi, qui font des communications publiques sur des prêtres qui se révèlent parfaitement innocents. Tu as entendu parler, par exemple, de ce prêtre qui faisait partie donc des foyers de charité, dénoncé par une famille pour pédophilie, et la famille en question, c'était pour une histoire de terrain qu'elle voulait récupérer. Et donc là, le procureur de la République, après enquête, carrément, c'est lui qui a porté plainte contre la famille en question, pour dénonciation calomnieuse, etc. Parce que l'Église n'aurait pas porté plainte, alors que non, il faut qu'il y ait une justice, quoi. Quand c'est faux, c'est faux. Quand il y a dénonciation calomnieuse, il y a dénonciation calomnieuse. Voilà. Que moi, je me pose parfois la question, parce que c'est vrai que je trouve que lorsque tu as un enfant qui a été abusé ou qui a eu un touchement, si tu le mets face à ton agresseur, forcément l'enfant va se rétracter. Il va avoir peur. Et ça, je trouve incroyable dans l'organisation, c'est qu'on met l'ancien, parce que souvent le comité judiciaire, c'est l'ancien qui va en faire partie. En tout cas, il va pas en faire partie, mais il sera avec les autres anciens qu'il connaît.
Et je ne sais pas si on se rend compte, parce que moi, souvent, quand on me parle de cas de pédophilie, je dis, moi, je tiens compte à savoir est-ce que c'est un père de famille ou est-ce que c'est une femme aussi qui a pu pratiquer un acte de pédophilie, parce qu'il y a aussi les femmes. Et je dis, il faut tenir compte que parfois, d'ailleurs, il y a des familles qui sont brisées. Oui. Donc, c'est quelque chose de très dur parce que face à un enfant, moi, je trouve qu'on ne devrait pas le mettre face à son agresseur. Un adulte et un enfant, c'est pas la même chose. Et l'enfant va forcément se rétracter. Et s'il se rétracte pas, et je crois que c'est le pire de tout, c'est que lorsqu'il y a vraiment eu des attouchements, alors je parle pas à partir de 13 ans, parce que c'est vrai que nous en France, la législation française, un enfant est pleinement éclairé à l'âge de 15 ans. Pourquoi? J'en sais rien. Je disais que des rapports entre jeunes mineurs, ça passe. Après, c'est au niveau des dates, hein, par rapport à des âges trop distants. Mais je me dis, par rapport à des enfants de 7, 8 ans ou d'autres, j'ai du mal à comprendre. Mais par contre, alors, moi je dirais, je suis d'accord avec toi sur le fait de mai 68, puisque déjà même dans les années 80, tu avais des personnes au gouvernement, en tout cas qui étaient connues des gouvernements, puisqu'ils sont députés, t'en as qui sont ministres, alors, je donne pas les noms parce que ça sert à rien, ils sont déjà connus chez Apostrophe et d'autres, et qui ont essayé de pousser justement à pouvoir mettre en place la pédophilie. Et je pense que ça se met en place aujourd'hui à partir de, pour moi, depuis 2011. C'était, je ne sais pas si je l'ai là, non. J'avais fait une photocopie, une imprimante. C'est sur la théorie du genre qui avait été fait. Non, je ne l'ai pas. C'était sur le 20 minutes que tu regardes sur Internet, 20 minutes de théorie du genre avec Belkacem. Et en fait, pour moi, l'ouverture du questionnement sexuel et l'ouverture à la pédophilie. Il y a un peu... Luc, je répondrai sur les deux choses. Premièrement, ce que tu dis est vrai, il faut qu'absolument que les instances du tribunal des témoins de Jéhovah fassent comme l'Église catholique, c'est-à-dire il faut laisser la police faire. Exactement. La police, elle filme, elle n'interroge qu'une seule fois l'enfant, c'est des policières maintenant formées, et voilà, avec des petits dessins, etc., parce que, voilà, mais c'est évident, il faut faire ça. Et deuxièmement, en ce qui concerne la génération des 68, c'est dramatique. Ça veut dire qu'en fait, on parlait beaucoup en Belgique, quand il y a eu l'affaire du trou, de réseaux. Moi, je ne crois pas qu'il y avait des réseaux. Il y avait simplement une génération complètement libérée de tout interdit. Et qui, du coup, de luxure en luxure, est allée jusqu'à l'abus sexuel. Et les abus sexuels, c'est quoi? C'est quand on utilise son pouvoir de chef d'entreprise pour coucher avec une employée parce qu'elle est jolie, et sinon elle perd son poste. C'est des choses comme ça qui sont gravissimes. Et c'est en train d'exploser. Vraiment. C'est-à-dire que tu as vu aujourd'hui, donc c'est Benjamin Griveaux. Alors Benjamin Griveaux, c'était un homme politique qui était avec Strauss-Kahn. Ouais. Il était avec Strauss-Kahn, tout à fait. De toute manière, tu as Cohn-Bendit, tu as Jacques Lang, tu avais Pierre Berger, tu as tous ces personnages. Et ce que je m'étonne, c'est que les associations qui se battent pour la pédophilie, comme même le neveu de Mitterrand, qui avait fait... Il avait même dit, en dessous de 14 ans, c'est dégueulasse. Je me suis dit, ils tiennent des propos... Je comprends pas que les associations... Mais c'est en train de sortir. Ça veut dire qu'en fait, moi, je m'attendais à ce que la génération de mai 68 qui a poursuivi des nazis de 100 ans jusque dans les EHPAD. Tu sais, le type qui avait vendu le pain, c'est quasiment ça, quoi, mais qui avait parallèlement encouragé Staline, Pol Pot, des tas de choses comme ça. C'est-à-dire, c'était effrayant. Moi, ça m'avait toujours surpris que cette génération faisait pire presque à ce que Pol Pot, Staline, etc., c'était analogue à Hitler. Eh bien, je m'attendais à ce qu'ils soient rattrapés par cela. Ben non. Ils sont rattrapés par une autre chose, le péché d'ordre sexuel. C'est manifeste. Pour moi, c'est en train de sortir de tous les côtés avec... et je crois que rien ne va pouvoir arrêter les choses. Ça va sortir. Donc, c'est quelque chose, en un sens, qui est positif, mais qui va obliger à ne pas partir dans l'extrême inverse, c'est-à-dire le puritanisme américain, tu sais, où carrément tu es dans un ascenseur avec une femme, tu as la trouille qui porte plainte. C'est ça, aujourd'hui on en est là. Oui. On en est là d'ailleurs avec Chapia, c'est ça, ça a devenu complètement maintenant, c'est trop dans l'autre sens. Oui, vraiment. Tous plus aborder, tous plus... et ce que moi je trouve vraiment désolant, c'est que de toute manière, je pense que ce plaisir, c'est-à-dire cette déviance sexuelle, ça commence à s'implanter. Parce qu'on aura beau dire, moi j'ai discuté il n'y a même pas 15 jours de ça, justement, avant qu'on parle de cette vidéo, qu'on allait la faire. J'ai discuté il y a 15 jours avec une professeure, un prof en maternelle, pas en maternelle, en primaire, et elle me dit qu'elle est outrée de voir les livres sur la sexualité, la sensualité et tout. Elle est outrée. Ça m'a fait penser que, tu sais, un jour, on dit, si tu viens pas à la montagne vient à toi. C'est-à-dire, si les prédateurs ne peuvent accéder aux enfants pour les consommer, la consommation viendra directement à eux. Ça va être des produits. Je me dis, en fait, quelque part, c'est comment? En fait, c'est la tendance des désirs qui compte. S'il y a des désirs, c'est normal. En somme, que cette sexualité soit déviante.
Et hier ou avant-hier, je regardais une vidéo là-dessus sur la pédophilie avec, comment il s'appelle, Henri de Lesquen. Et, Oui. en dessous, j'ai créé un texte. J'ai dit, tiens, je vais marquer, monsieur de Lesquen, vous êtes un pédophilophobe. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, ce qui est pas accepté, peut-être le sera demain par une norme. Et quand toi, tu viendras dire, mais attendez, c'est pas normal, pourquoi vous êtes pédophilophobe, vous? Je porte plainte pour pédophilophobie. Allez, hop, et c'est vous qui serez jugé. Mais ça devient fou. D'ailleurs, pour te reprendre ce que tu disais hein, sur Marlène Schiappa, oui. Elle a empêché, il y a à peu près, on va dire à peu près 1 an, que tout homme majeur, on va dire par exemple 25 ans, hein, qui couche avec une jeune fille de moins de 15 ans, c'est réputé être un viol. Alors évidemment, il faut être souple. Un jeune de 18 ans qui couche avec une jeune de 15 ans, c'est pas pareil. Mais quand tu vois un type comme Matt Sneff de 50 ans qui couche avec une jeune de 13 ans, ce livre qui est sorti donc de Vanessa Springora a complètement conscientisé Marlène Schiappa qu'elle avait eu tort en bloquant et qu'il faut manifestement un âge blocage, un âge où un adulte majeur ne couche pas avec un jeune. C'est évident, un jeune de moins de 15 ans, il est en formation, il peut pas avoir de consentement. Il faut le décider. Avec des exceptions, d'accord, il y aura toujours des exceptions, mais ça c'est le juge qui appréciera. Voilà, il faut que la loi marque. Ce qui m'a permis d'aborder avec les témoins de Jéhovah quand j'étais en organisation, c'est que tu couches, mon fils, j'ai toujours dit, tu ne couches pas avant le mariage. Mais voilà. Alors aujourd'hui, pour te répondre, mon fils, même si quelqu'un avait voulu me faire des caresses ou avoir une tendance à cela, il était protégé parce que non, moi on ne touche pas, c'est pas avant le mariage. Et ça l'a protégé là-dessus. Absolument, absolument. Parce que pour lui, il n'y a pas de caresse, il n'y a rien avant le mariage, tout se fait après le mariage. Donc du coup, même quand il était jeune, comme on lui avait mis ça dans la tête, après il pouvait faire ce qu'il veut, hein, arriver à 16 ans, 17 ans, c'est fini, si tu as loupé ton éducation à la base. Voilà, là il fait ce qu'il veut. Mais n'empêche que ce que tu dis est très intelligent. Ça l'a protégé. Parce que finalement, regarde, qu'est-ce qui provoque tous ces abus sexuels de la génération B68? C'est l'idée que la sexualité, on pouvait la gérer impunément, il suffit qu'on soit entre adultes consentants. C'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. La réalité, c'est qu'une sexualité gérée dans la jouissance et sans amour, ça veut dire sans l'engagement, elle impose sa loi terrible, une sorte de pli qui fait que la personne ne peut pas s'arrêter. Elle cherche sans arrêt de la nouveauté en jouissance. Et donc, tant qu'on n'aura pas repéré le fonctionnement psychologique de ce qu'on appelle une addiction, en théologie, on l'appelle un péché capital. Oui. Ça veut dire une espèce de tête qui t'entraîne à des déviations. Parce que la sexualité humaine, elle est faite pour l'engagement. Eh bien, ça continuera. Tu sais, il y a une phrase qui dit très justement « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils adorent les causes. » C'est que ça. C'est-à-dire qu'on déplore les abus sexuels et on continue d'adorer la liberté sexuelle à tout craint. Alors qu'il faut évidemment que la sexualité devienne humaine, profondément humaine. Ça veut dire orientée vers ce pourquoi elle est faite. Ça veut dire un amour réciproque, engagé, parce que c'est quand même pas n'importe quoi. C'est une telle intimité qu'on voit bien que c'est les âmes qui s'engagent, normalement. C'est pas simplement tremper son zizi. Voilà, c'est très clair. Voilà. De toute manière, je crois que maintenant qu'on le voit dans certaines écoles, puis le gouvernement, il est certainement pour l'instant en train de sonder l'opinion publique pour savoir comment ils réagissent par rapport pour l'instant aux actes de pédophilie. Comme moi je dis, j'incrime pas la personne en elle-même, c'est son comportement, ses actes. Hein. La personne en elle-même, je pense qu'elle est malade. Je pense qu'elle peut-être qu'elle s'en rend compte aussi. Et certainement, ce que je te disais, c'est-à-dire c'est un vice, souvent entretenu dès la jeunesse par la masturbation, et que la personne n'arrive plus à contrôler. Exactement. Le mécanisme est évidemment aussi, il y a un choix, il y a une part de choix, mais il y a une part aussi d'addiction là-dedans. Tout le monde ne passe pas à l'acte. D'abord, tout le monde ne passe pas à l'acte. Parce que moi, j'en connais, ils sont jamais passés à l'acte. Hein. Ils me le cachent pas parce qu'ils savent que je suis ouvert d'esprit. Donc on en discute. Et parfois, quand on parle, il fait j'ai fait ça un jour avec un petit garçon. On en discute, mais moi, je le juge pas. Il le regrette. Par contre, il est complètement déprimé. Moi, je connais une personne comme ça, elle est complètement déprimée. Elle a du mal maintenant à regarder la vie en face et se dire, parce que ça le hante. Eh bien, c'est là que l'éducation des parents, tu vois, ça c'est pareil, c'est encore un truc qui est complètement abîmé. L'éducation des parents doit être de former les garçons en leur disant, tu dois absolument avoir une gestion des affections en toi. La sexualité, elle est
à gérer, à dominer. C'est-à-dire que les sites pornographiques sont une catastrophe, puisque les jeunes deviennent complètement addicts de leur sexualité. Puis ils sont plus jeunes, les vidéos. Ils sont accessibles plus jeunes maintenant. Sur leur téléphone. On ne peut même pas bloquer. Avez-vous plus de 18 ans? Oui. Le mec, il a 13 ans. Bien sûr. Et quant aux filles, la gestion, parce que les filles aussi, elles commencent de plus en plus à tomber dans ces addictions-là sexuelles, mais c'est aussi à gérer le côté sentimental. Parce que le sentiment non géré, c'est pareil, c'est une addiction. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent plus à rester avec un homme si elles n'ont pas un printemps sentimental qui part dans tous les sens, y compris jusque dans la sexualité. Mais comment veux-tu que ça fasse des couples stables? Bref, c'est toute une sagesse de l'Église, enfin, ou plutôt du Christ qui l'apprenait, c'est-à-dire une sexualité ordonnée, un amour humain qui doit être retrouvé, c'est certain. Alors j'espère que cette crise violente qu'on est en train de, parce qu'on est en train de sortir de mai 68, là pour moi c'est ça, 50 ans après, donc tu vois, 68, 2018 c'est 50 ans, là ça y est, la vérité est en train de se révéler et j'espère qu'il en sortira non pas un puritanisme, mais un retour à une sexualité humaine, plénière, tu vois, orientée vers l'amour. C'est évident. Mais tu sais, moi, j'avais un collègue, une fois, on discutait, puis bon, mon fils, il était mineur. Il me dit, il a jamais couché encore avec une fille. Je lui dis non, puis ça ne l'intéresse pas. Et il n'a pas peur de le dire, hein, qu'il est vierge. Il me dit, bah, dis donc, moi, à son âge, tu lui devrais quand même y aller et tout. Bah, j'ai dit, fais-toi, t'as une fille. Là, tiens, faudrait que tu lui présentes. Et puis il me dit, mais attends, ma fille, c'est pas une, hein. Voilà. Ah, bah, j'ai dit, pourquoi tu voudrais que mon fils y couche? Bah, ta fille, elle doit coucher aussi. Ah, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils adorent les causes. Moi, je trouve qu'il ne faut pas avoir honte. Hein. Quand tu es vierge, il ne faut pas avoir honte de le dire. Moi, je trouve que c'est même noble. Moi, je trouve que c'est noble quand tu te donnes à une seule femme et une seule femme à un seul homme. Moi, je trouve que c'est bien. Au contraire. Après, de toute manière, comme j'ai dit à mon fils, si tu veux te préserver de toutes ces filles de joie, un petit peu de plaisir, quand ils te demandent, tu dis, après le mariage, tu verras, tu n'auras pas d'embêtement. Puis tu éviteras toutes les maladies ou les problèmes autres. Hein. Bien sûr. Ah ben voilà. Luc, on a à peu près tout dit. Hein. Je pense que là-dessus, c'était très bien comme vidéo. Malheureusement, tu auras toujours des prédateurs. Je pense qu'aujourd'hui, là, le gouvernement, quel qu'il soit dans les pays qu'ils sont, de toute manière, a vraiment un gros problème à gérer, parce que beaucoup d'associations, je m'étonne qu'ils agissent pas plus, ils réagissent pas plus à tous les problèmes de pédophilie qu'on a, surtout même dans le gouvernement, qui sont censés quand même nous représenter. Je vais te dire, c'est très simple. Après l'idéologie de mai 68, tu as maintenant d'autres idéologies qui viennent et qui expliquent que quand il y a des abus sexuels, par exemple, venant du monde musulman, tu n'as aucune association féministe qui proteste. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elles ont décidé que les prédateurs, c'est l'homme blanc de plus de 50 ans, que le pauvre musulman, immigrant, etc., c'est un pauvre homme et que c'est pas de sa faute. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est encore pour te montrer, on n'en sortira jamais, quoi, ce truc-là. C'est-à-dire, à chaque fois, on a des... Et tu remarqueras, ce sont peu de gens, hein, des gens qui tiennent par contre les médias et qui imposent une idéologie complètement irréaliste. J'espère que ça va sauter aussi, ces trucs-là. Oui, parce que les pédophiles ne sont pas attirés par des milieux hostiles, c'est plutôt par des milieux qui présentent des signes de respectabilité à la base. Hein. Mais bien sûr, c'est partout. Merci Luc, hein. Merci pour cette vidéo. Et alors, je crois qu'on a tout. Et donc, on peut la poster. Voilà, on a fait le tour. Hein. À bientôt alors. Hein. À bientôt pour la prochaine vidéo qui portera sur d'autres sujets. Voilà, okay. Au revoir. Au revoir Luc. Avec la jeune femme qui avait été prof en primaire, hein, vraiment vers le CP, tout ça, elle a préféré arrêter pour s'orienter vers auxiliaire péricultrice. Elle m'a dit, c'est horrible. Elle m'a dit, avant, tu avais les livres de sciences où on voyait un pénis avec les testicules, le vagin, mais tout ça en dessin. Elle me dit, maintenant, on t'apprend comment l'enfant, il va apprendre comment le zizi, comment tu sors le sperme, les machins. Elle me disait, à quel âge? En primaire, hein, c'est ça, en primaire. En primaire, oui. Hein. En primaire, voilà. Il me dit, on leur apprend la sensualité, on leur apprend la sexualité. Elle me dit, tu as des livres, alors tu as des petits garçons ensemble, des petites filles ensemble. Tu as par exemple, elle m'expliquait que tu avais tu avais aussi l'homme en jupe, la femme. L'homme en jupe, voilà, l'homme en jupe. Femme à barbe, etc. Oui, tout à fait. Et quand je lui ai parlé de Marion Sigaud et de Farida Belgoul, puisque Farida Belgoul, elle se bat contre ça. Hein. Oui, c'est la théorie du genre, en fait. Hein, c'est le gender, c'est le genre de nos enfants. Et j'ai dit, en plus, ces genders-là, ils ont été sur des enfants, des petits garçons. Ça vient de cela. Et j'ai dit, cette jeune fille, en fait, elle en a parlé. Cette jeune femme qui m'en a parlé, parce qu'elle avait 25 ans, 26 ans. Elle m'a dit qu'elle était outrée, elle m'a dit, j'ai préféré quitter ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça va mal pour nos enfants actuels. Bien sûr. Et donc, ça vient de quoi ça, à ton avis, ça vient des LGBTQ, etc. Q, ça veut dire questionnement. Et moi, j'ai l'impression que d'un côté, c'est normal qu'un enfant peut s'identifier, chercher à s'identifier, à vouloir savoir qui il est. Et de l'autre côté, je pense que ça amène à la pédophilie, à tout ça. Parce que l'enfant, il va être complètement déstructuré. Tu sais pas si tu es un garçon, tu sais pas si tu es une fille, tu sais pas si ton sexe... regarde, même à la télé, il n'y avait pas quand l'autre, je sais plus, c'est Yann Barthès, je sais plus, qui a dit « Monsieur,
Et il lui a dit, mais qui vous dit que je suis un homme? Oui, tout à fait. Tout à C'est fait. le genre, tout ça. En fait, on est en train de déstructurer l'enfant, et l'enfant, on est en train de le pousser vers ce milieu-là. Donc, je pense Exactement. qu'il va y avoir un gros travail à faire là-dessus. Oui, avec des conséquences qui vont, alors malheureusement, encore ressauter si jamais on laisse faire, qui seront dans un scandale dans 50 ans, quoi. Comme Moi, d'habitude. j'avais suivi Farida Belgoul et j'avais